La galaxie ne gardait pas un souvenir ému de la Terre. Non pas qu'elle nous ait oubliés, loin de là, mais parce que nous ne correspondions pas à ses attentes. L'humanité n'était pas censée survivre. Nous n'avions pas été conçus comme les Talriks, élevés pour la guerre froide. Nous n'avions pas médité pendant 2 siècles comme les Salukari. Nous ne vivions pas sur des géantes gazeuses, ni ne transmettions nos âmes entre des corps clonés comme le Dominion Nargo. Nous avons souffert, nous avons péri, et quand nous nous sommes relevés, nous n'avons pas oublié. Le traité des lunes était censé sonner le glas de notre existence. Stérilisation diplomatique, comme il l'appelait. Ça paraît paisible, n'est-ce pas? Mais ce traité a dépouillé l'humanité de ses droits stellaires. Il a révoqué nos permis de colonisation. Nos routes commerciales sont devenues des pièges à péage. Une à une, nos colonies extérieures ont été saignées à blanc. Plus de nourriture, plus de médicaments, plus de défense. Il prétendait préserver la paix galactique. Mais nous, on appelait ça un chat, un étranglement légalisé. Quand la Terre a enfin compris que les autres races ne nous laisseraient plus respirer, il était trop tard. Nous étions éparpillés dans les systèmes comme des orphelins, sans marine, sans siège au conseil, sans amis, sans avenir. Sauf qu'il nous restait une chose, Titan. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque. À l'époque, ce n'était que le projet Repos et Tombeau, enfoui dans un champ d'astéroïdes, hors de portée de tout scanner légal, construit en secret, financé par des technologies récupérées et des colonies hors réseau. On raconte que sa structure a été assemblée à partir des restes de 12 cargos coloniaux abandonnés. Certains de ces moteurs provenaient d'un vaisseau minier du marché noir. Son canon électromagnétique principal était un prototype que l'armée terrienne n'était même pas censée posséder. Et l'IA qui le pilotait était quelque chose de plus sombre, d'illégal, d'humain. Il nous a fallu 27 ans. C'est le temps que nous avons passé à attendre en silence, tandis que la galaxie nous raillait et riait et regardait notre flamme s'éteindre. Mais les flammes ne s'éteignent pas comme ça. Elles continuent de brûler sous terre. Puis un jour, Titan quitta la ceinture. Pas un seul coup de feu d'abord, pas une seule menace, aucune trace sur les scanners. Il apparut simplement au-dessus de Vargas Prime, une planète frontalière appartenant aux Altérailles, qui s'était jadis vanté d'avoir anéanti 3 colonies humaines au nom de l'ordre. Titan resta immobile. Ni lumière, ni son, rien ne bougea. Et c'est alors que la panique s'est installée. D'abord, ce furent les flottes marchandes qui refusèrent d'accoster. Puis, le système de défense planétaire envoya des alertes bien au gouverneur local d'Alarai, qui les ignora. Un vaisseau relique d'origine, inconnu, dit-il, probablement de construction humaine, sans danger. Il avait raison sur un point. Il était humain, mais sans danger. 3 heures plus tard, le Titan prit la parole. Et lorsqu'il le fit, il ne passa pas par des canaux officiels ni par des transpondeurs cryptés. Il n'établit aucune communication diplomatique. Il pirata toutes les émissions, tous les écrans, toutes les rétines connectées aux implants du système. Chaque civil le vit. Une seule phrase, traduite dans toutes les langues. Nous n'avons jamais oublié Vargas Prime. C'est tout. Puis les lumières jaillirent. La coque inférieure du Titan s'ouvrit comme une fleur de haine. Chaque pétale révélait des canons qui n'existaient sur aucun plan. Des canons qui faisaient vibrer l'espace lui-même. Des tourelles qui défiaient la gravité, sans même viser, juste présentes. Les vaisseaux de guerre Altérailles se mirent en alerte. Mais il était trop tard. Titan n'a pas tiré. Il s'est simplement activé. Une impulsion, un bref éclair d'énergie. Tous les vaisseaux ennemis ont perdu toute puissance. Ils sont retombés de leur orbite comme des jouets. Certains disent que l'impulsion a détruit tout le champ magnétique autour de la planète pendant 4 minutes, assez longtemps pour anéantir toutes les défenses. Pourtant, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Titan a fait demi-tour et est parti. Cette nuit-là, tous les médias titraient, tous les gouvernements tenaient des sommets d'urgence. Et pour la première fois en 1000 ans, le Conseil galactique déclencha l'alerte de niveau 7. Menace inconnue d'origine singulière. Éviter tout contact. Se tenir prêt à toute hostilité.
Mais l'humanité savait ce que c'était. C'était un cortège funèbre, la première étape. Vargas Prime fut épargné ce jour-là. Mais Titan n'était pas faite pour être épargnée. Et la galaxie commençait à peine à comprendre ce que signifiait voir ce vaisseau, fruit de la douleur humaine. On l'appelait une anomalie. On l'appelait un dysfonctionnement, un bug, un vaisseau fantôme qui avait activé une arme ancestrale et dérivé au loin. Mais Titan ne dérivait pas, il naviguait. 7 heures après la panne d'électricité sur Vargas Prime, le vaisseau réapparut dans la dérive Escori, un secteur minier densément peuplé géré par le conglomérat Deltari. Les Deltari n'étaient pas réputés pour leur subtilité. Ils possédaient des esclaves, faisaient un commerce de technologies interdites par le Conseil et exploitaient ouvertement 3 générations de colons humains, venus autrefois s'installer dans ce système en tant que colons libres. Cette liberté prit fin lorsque le Conseil révoqua nos droits constitutionnels. Les Deltari s'abattirent comme des vautours, transformant des colonies humaines entières en fermes, à main-d'œuvre. Ils n'imaginaient pas les conséquences, mais celles-ci se présentèrent sous la forme d'une silhouette de 10 mètres de long surgie du vide spatial, tel un marteau lancé par un dieu oublié. Titan n'eut même pas besoin de tirer le premier. La flotte Deltari ouvrit immédiatement le feu. 4 cuirassés, 22 chasseurs, 7 bataillons de drones automatisés. Ils n'hésitèrent pas. Le Titan resta impassible, sans déployer ses boucliers, encaissant de plein fouet la première attaque et maintenant sa position. Pas une égratignure, pas un vacillement. Puis, tel un animal se débarrassant d'un moustique, le Titan se mit en mouvement. Il n'a pas combattu la flotte, il l'a anéantie. Un long rayon a fendu le noir. Non pas dans le silence, mais dans quelque chose de pire. De la musique. Titan diffusait de la musique terrestre sur tous les canaux pendant qu'il frappait. De vieilles chansons humaines oubliées. Certains disaient que c'était un piano. D'autres entendaient des violons. Un homme a même cru entendre une chorale. Les détails importaient ce peu. Ce qui importait, c'était que ce vaisseau est tué avec élégance, avec mémoire, avec une douleur palpable dans chaque note. Les cuirassés explosèrent les uns après les autres, non pas dans le feu, mais dans le silence. Leurs cœurs s'éteignirent, leur IA hurla, et leurs coques s'affaissèrent, comme si le vide avait perdu patience. En moins de 4 minutes, toute la grille de défense de Deltari avait disparu. Cette fois, Titan n'a pas diffusé de message. Il a simplement ciblé les stations minières une à une, celles qui abritaient des travailleurs humains. Celles-ci n'ont pas été détruites, seulement isolées. Les stations de connexion, les tours de contrôle, les vaisseaux de commandement, tout a été effacé avec une précision chirurgicale. Aucune victime civile, aucune infrastructure humaine endommagée. Puis vint le véritable message. Une capsule solitaire a décollé de Titan. Petite, noire, sans marquage. Elle a atterri à la station Ahari 1, le principal centre de commandement administratif. À l'intérieur, un unique noyau de données. Non pas des renseignements militaires, ni une menace, mais un enregistrement. La voix était humaine, celle d'une femme. Elle semblait âgée, lasse. Ceci est pour mon fils, pour vos chaînes, pour tous les coups que vous avez portés en souriant aux lois du Conseil. Nous ne sommes pas votre ressource. Vous partirez ou nous disparaîtrons. Le Conseil s'agita. Les Deltari exigèrent des représailles. Des sommets militaires d'urgence furent convoqués. Chaque race membre, des Vertari aux Ulysses au sang-froid implacable, débattait de la nature de Titan. Mais personne ne pouvait répondre, pas même les humains. Car la Terre n'avait aucune trace de Titan, aucune revendication, aucun soutien ni reconnaissance publique. La direction de la Terre unie a publié un communiqué officiel. Aucun vaisseau de ce type n'est immatriculé ni autorisé par la Terre ou par un gouvernement humain connu. Pourtant, Titan poursuivait sa route. Troisième cible, l'anneau de Golaire, système de loisirs. L'un des plus riches de la galaxie connue. Casinos, stations orbitales de luxe, industrie du divertissement impliquant plusieurs espèces, le tout sous le contrôle du syndicat Sarat, l'un des membres fondateurs du Conseil.
Les Saras n'avaient jamais mené de politique anti-humaine directe. Elles n'en avaient pas besoin. Elles usaient de leur influence sur notre économie, corrompaient les votes du Conseil et éliminaient progressivement les intérêts humains de tous les secteurs rentables. Elles n'ont jamais utilisé d'armes à feu. Elles se servaient du droit comme d'une arme. Titan les haïssait encore davantage. Aucun cuirassé n'était en vue, aucun drone. Les Sarates ne croyaient pas que le vaisseau pénétrerait sur leur territoire. Le secteur entier était protégé par l'immunité diplomatique, renforcé par des codes de paix et des protections souveraines. Titan n'en avait cure. Il surgit du vide spatial à 3h13, heure locale de Golaire, et apparut juste au-dessus du Grand Arcadium, le plus grand complexe de divertissement du système. Des gens l'ont vu. Civils, non-combattants, extraterrestres de toutes classes, observant depuis les balcons et les dômes des hôtels l'ombre obscurcir les étoiles. Le Conseil a envoyé un communiqué direct. Titan, il s'agit d'un système souverain. Votre présence contrevient aux 29 accords. Identifiez-vous immédiatement. Titan a répondu, non pas par des mots, mais par un enregistrement. Cette fois, la voix n'était pas humaine. C'était celle de Sarat. L'enregistrement d'une séance du Conseil datant d'il y a 32 ans. Un document qui n'était jamais destiné à être rendu public. Dans cet extrait, des responsables de Sahara discutent de la situation des populations. Laissons-les mourir lentement. Inondons les routes commerciales de droits de douane. Inutile de les combattre, il suffit de les étouffer. Plus de ressources, plus de navires. Ils finiront par s'entre-dévorer. La diffusion s'interrompt. La panique s'empara de la surface de l'anneau de Golaire. Manifestations, émeutes, ambassades fermées. Même certaines factions non humaines condamnèrent les propos du cartel. Et Titan activa son rayon ventral. Un jet d'énergie pure jaillit de son ventre. Non pas une arme, mais un symbole. Il traça un cercle parfait dans la mer, près de l'Arcadium. Il laissa derrière lui un cratère de plusieurs centaines de mètres de profondeur, d'un bleu incandescent. Un avertissement. Puis il est parti. Aucune victime, seulement la peur. La peur que quelqu'un ait tout écouté, tout observé, tout enregistré, tout mémorisé, et qu'à présent, il ait les moyens de se défendre. Au 4e impact, la galaxie cessa de considérer Titan comme un vaisseau renégat. On l'appela un mythe devenu réalité. Les théories les plus folles se multiplièrent. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'œuvre d'un ancien seigneur de guerre terrien, que l'on croyait mort depuis longtemps. D'autres accusaient des colonies extrémistes. Quelques-uns murmuraient qu'il s'agissait d'une vengeance de l'IA, un programme fantôme devenu trop intelligent, trop enragé. Mais la vérité était étouffée. Les médias humains en parlaient à peine. Les gouvernements terriens niaient tout. Et pourtant, des rumeurs circulaient dans les canaux secrets d'EarthNet. De vieux vétérans, des colonies abandonnées, des ingénieurs oubliés et des soldats orphelins. Ils savaient ce que c'était. Titan était né du chagrin, alimenté par la trahison, piloté par la rage. Et ils avaient trouvé une réponse. La 5e frappe fut différente. Titan n'apparut pas en territoire ennemi. Il se dirigea vers la Terre. Ni guerre, ni armes, ni violence, juste l'orbite. Aucune communication ne fut établie. Aucune exigence, aucune menace, juste une présence. Pendant 3 jours entiers, Titan a plané silencieusement au-dessus de l'équateur terrestre. Un sinistre rappel. Une question non formulée, mais comprise. Me voyez-vous maintenant? La direction est restée muette. Les citoyens de la Terre pleuraient et applaudissaient à parts égales. Certains le considéraient comme un gardien, d'autres comme un avertissement. Mais, cachés dans des bunkers classifiés et lors de réunions à huis clos, les dirigeants de la Terre savaient à quoi ils étaient réellement confrontés. Non pas un héros, non pas un sauveur, mais un monstre que nous avions créé. Car nous avions laissé la galaxie cracher sur notre nom trop longtemps. Et maintenant, l'heure de la vengeance avait sonné.
Dès le sixième système, la galaxie cessa de faire semblant. Titan n'était pas une anomalie. Titan fut le point de départ. L'armada Galon tenta de l'arrêter. Une véritable flotte de guerre, 60 vaisseaux, appuyés par 2 groupes aéronavals et un conseil ayant donné l'autorisation de neutraliser le vaisseau, l'intercepta dans le secteur 349, en plein espace, sans civils, un théâtre d'opérations purement militaire. Le combat dura 11 minutes. Aucun vaisseau Gothlon ne revint. Seul leur dernier message, transmis par un officier paniqué avant que leur signal ne soit coupé, parvint à destination. On a tout tiré, absolument tout. Ça n'a pas cassé, ça n'a pas ralenti, ça a continué d'avancer. Ce n'est pas un vaisseau, ce n'est pas un vaisseau. C'est alors que le Conseil s'effondra. Une à une, les espèces membres retirèrent leur financement. Les accusations fusèrent, les théories du complot se multiplièrent. Les systèmes extérieurs fermèrent enfin leurs portes. Plus de coopération, plus d'unité. L'humanité resta impuissante. Nous nous contentâmes d'observer. Et dans le silence qui suivit, une question résonna à travers les étoiles, murmurée par chaque ambassadeur, chaque amiral, chaque espèce qui jadis s'était moquée de nous. Que leur avons-nous fait? Ils le savaient. Ils se souvenaient des embargos, des sabotages, de l'esclavage, des bombardements, des trahisons masquées sous le couvert de la paix. Mais ils n'avaient jamais cru que nous tiendrions assez longtemps pour riposter. Ils n'avaient jamais imaginé que le chagrin puisse devenir une arme. Ils se trompaient, et le Titan n'avait pas dit son dernier mot. Car le Titan n'était pas seulement animé par la vengeance. Il semait la terreur, traçait un schéma. Chaque système visité dessinait une spirale sur la carte. Au cœur de cette spirale se trouvait Council Prime, le monde trône, le cœur de tout. À mesure que la forme se précisait, que les coordonnées finales s'alignaient comme un compte à rebours, la galaxie commença à comprendre. Titan ne chassait pas des systèmes. Il visait le centre, le noyau, la racine, le lieu où l'humanité avait été privée de ses droits, de sa dignité et de sa voix. Et cette fois, elle ne préviendrait personne. Aucun rayon dans l'océan, aucun chant dans le ciel, seulement la silhouette noire qui effaça flotte ses souvenirs. Et la vérité ultime, gravée dans le cœur de chaque capitaine survivant. Vous auriez dû nous laisser vivre. Les étoiles, au-dessus de Council Prime, brillaient plus que dans la plupart des systèmes, non par nature, mais intentionnellement. Des dizaines de rampes lumineuses artificielles illuminèrent les champs orbitaux sur des kilomètres. Jardins de satellites, ambassades flottantes, palais de dirigeants construits dans des habitats en orbite haute. Tout baignait dans cette lueur orchestrée, tel le trône d'un dieu galactique sous un projecteur permanent. L'objectif était de créer un lieu magnifique, inaccessible, un symbole. Mais les symboles aussi peuvent se corrompre. Et dans ces étoiles se profilait désormais une forme plus sombre que toute leur lumière artificielle. Une présence si absolue qu'elle semblait aspirer la radiance de l'espace lui-même. Titan était arrivé. Non pas avec une flotte, non pas avec une déclaration de guerre, mais avec ce même silence terrifiant qui hantait déjà 6 systèmes. Elle s'est élevée en orbite haute, telle une ombre rentrant chez elle. Pas de brusque montée en puissance, pas de déferlement d'énergie audible, juste le silence. Un silence a glacé le sang des généraux. En quelques secondes, le périmètre de défense autour du Conseil Prime s'est mis en branle. Drones déployés, IA activés, canons à longue portée mis en marche le long des forteresses orbitales. Le protocole 99 fut activé, le niveau d'alerte maximal jamais atteint par le Conseil. Pourtant, Titan resta immobile. Il demeura figé, tel un jugement rendu avant même que le verdict ne soit prononcé. Les médias s'emballèrent. Des centaines de médias extraterrestres diffusèrent en temps direct depuis des bunkers sécurisés. Les commentateurs s'indignèrent. Les alarmistes semèrent la panique. Les enfants furent retirés des écoles publiques et mis à l'abri dans des refuges souterrains, car il ne s'agissait plus d'un système périphérique lointain, c'était le centre, et Titan ne se cachait plus.
Dans la salle centrale, la panique était à peine dissimulée sous les robes de cérémonie et les filtres numériques. Le Conseil siégeait non par obligation, mais par désespoir. Des hologrammes clignotaient de façon erratique, tandis que les dirigeants de dizaines d'espèces se disputaient, hurlaient et s'accusaient mutuellement. Nous l'avons laissé s'approcher de trop près. Nous avons sous-estimé ses intentions. C'est un vaisseau humain. La Terre doit avoir des réponses. Mais l'ambassadeur terrien, un homme âgé au visage impassible, aux cheveux grisonnants et au regard froid et épuisé, resta immobile au milieu des cris. « Je vous ai dit ce que je sais, » dit-il. « La Terre n'a pas autorisé Titan. La Terre ne contrôle pas Titan. » Et franchement, il marqua une pause, laissant son regard s'attarder sur chaque visage, des plis amphibiens de la gouverneure Assari aux traits cristallins du diplomate Talrich. Si vous nous aviez écoutés lorsque nous implorions l'égalité des droits, lorsque nous crions à l'aide tandis que notre peuple mourait de faim dans les colonies autorisées, peut-être que ce vaisseau n'existerait pas. Vous osez justifier cette arme terroriste, gronda le représentant Salukari. Non, répondit l'ambassadeur d'une voix calme. Je ne justifie rien. Il se pencha en avant. J'explique ce qui arrive quand on traite une espèce commune moins que rien pendant trop longtemps. Un silence s'installa au Conseil. Un silence lourd de sens. Le poids de la prise de conscience est lourd, la vérité s'insinuant lentement à travers des décennies d'arrogance politique. Dehors, les Titans attendaient encore. Puis vint le message. Ni par les canaux du Conseil, ni par les fréquences militaires. Titan choisit une voie plus personnelle. Chaque être du Conseil Prime, connecté au réseau, de l'aristocrate au simple agent d'entretien, reçut la même alerte directe. Leurs implants neuronaux privés clignotèrent, leur vision se brouilla. Puis une vidéo apparut. Des enfants humains, maigres et malades, toussant sous des dômes d'oxygène sur Mars. Des cadavres calcinés dans les décombres de la station coloniale Elysium, bombardée lors d'une frappe de confinement autorisée par le Conseil des décennies auparavant. Des images de mineurs humains fouettés par des gardes d'Eltari. Un enregistrement audio d'un diplomate du Conseil disant « Ils se reproduisent trop vite. Éliminez discrètement quelques générations. Laissez-les mourir en marge de la loi. » Puis la voix de Titan, mais cette fois, ce n'était pas celle de l'IA. C'était une voix humaine, rauque, brûlée, pleine de chagrin et de venin à la fois. Nous ne sommes pas vos animaux. Nous ne sommes pas votre dette. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes le fruit de vos actions. Et nous sommes venus réclamer notre dû. La communication fut coupée. La panique se propagea comme une traînée de poudre. L'IA centrale du Conseil commença à coordonner un plan d'évacuation pour les délégués et les hauts fonctionnaires. Les citoyens prirent d'assaut les ports de navettes. Certains pensaient que Titan frapperait immédiatement. D'autres croyaient qu'il attendrait, comme avec Vargas et Goller. Mais cette fois, c'était différent. Car Titan n'était pas là pour avertir. Il était là pour effacer l'histoire. À 4h00, Titan se mit enfin en mouvement. Ni vite, ni brusquement, juste une lente descente vers l'anneau orbital supérieur, celui qui abritait le commandement de la défense du Conseil et le haut commandement stratégique. L'anneau tira le premier, lance à plasma, canon magnétique, salve antimatière. Tout convergeait vers le même point, et Titan n'eut même pas besoin de déployer ses boucliers. La première vague frappa et fut anéantie. L'énergie se dispersa dans un champ si dense de particules réfléchissantes qu'elle renvoya la charge utile dans l'espace. La seconde vague ne quitta jamais les canons. Titan pirata le système de tir de l'anneau en pleine séquence et le désactiva. Titan déploya alors son blindage extérieur, formant une série de panneaux massifs qui se déployèrent comme des ailes mécaniques. Sur leur surface étaient gravés des noms, des milliers, des noms humains. Des lignées entières, des chefs de colonies disparus, des soldats oubliés, des ingénieurs affamés qui ne revit jamais la lumière du jour. Le vaisseau était un monument,
non pas à la fierté, mais à la douleur. Puis Titan reprit la parole. Un seul mot résonna sur tous les canaux. Jugement. Une vague de force gravitationnelle jaillit du noyau de Titan. Ni explosion, ni rayon, juste de la masse. Générée artificiellement et projetée vers le bas selon un arc si précis qu'elle contourna les protocoles de protection. L'explosion n'a pas détruit l'anneau orbital, elle l'a broyé. Le métal s'est tordu, a hurlé. Des centres de commandement entiers se sont effondrés sur eux-mêmes. Les ingénieurs humains l'appelleraient plus tard un puits de gravité, mais un puits déformé au-delà des lois de la physique. Une arme née non de la science, mais de la fureur. L'anneau orbital est tombé, non pas en morceaux, mais en silence. Une lente pluie de débris en fusion qui a brûlé la haute atmosphère de Council Prime, illuminant le ciel de la vengeance humaine. Le Conseil a tenté de réagir. Les flottes extérieures ont commencé à converger. Des porte-vaisseaux colossaux, des armadas multicéréales, les codes d'urgence activés, les pactes de non-agression levés. La galaxie, jadis fière de son unité, n'était plus qu'une foule enragée, rongée par une peur commune. La vengeance humaine. Et pourtant, Titan demeurait immobile. Le lendemain s'écoula sans le moindre mouvement, sans la moindre attaque, juste une présence. Comme si le vaisseau les défiait tous. Et personne ne l'a fait. Car à un moment donné, même vos armes les plus puissantes deviennent inutiles face à un ennemi qui ne ressent que la perte. Au sein du Conseil suprême, des émeutes ont éclaté. Les partisans des humains se sont affrontés aux loyalistes. Des statues ont été déboulonnées, des archives effacées, de vieux enregistrements des suppliques des diplomates terriens, jadis enterrés, sont désormais diffusés en boucle, et le Conseil se fractura. Une à une, les espèces se retirèrent. Les Talrish d'abord, puis les Mirailles et les Deshtor. Même les Sarah présentèrent des excuses officielles, les premières en 500 ans. Mais les excuses n'avaient plus d'importance, car Titan n'était pas venu pour des mots. Il était venu pour mettre un terme à quelque chose. Et la Terre, elle, restait muette. Certains commencèrent à spéculer que Titan n'était plus sous l'autorité d'aucun gouvernement humain, que le vaisseau était peut-être une relique construite par des exilés, un renégat devenu fou ou un culte. Mais soudain, tout changea. 3 vaisseaux humains pénétrèrent dans le système du Conseil premier. Petits, non militaires. L'un était un cargo, l'autre un vaisseau médical. Le troisième était inconnu. Ils se dirigèrent directement vers Titan et s'y amarrèrent. Le monde entier a suivi. Aucun coup de feu, aucune atteinte à la sécurité, juste une connexion pacifique. Puis la transmission est arrivée de l'intérieur de Titan. Cette fois, elle montrait des visages, des humains, de vrais visages. Certains vieux, d'autres jeunes, certains marqués par les cicatrices, d'autres silencieux. Un conseil de fantômes. Un homme s'est avancé, les yeux sombres, la voix brisée par des années de cris étouffés. Il dit « Nous avons demandé, vous avez craché. Nous avons supplié. Vous nous avez tourné le dos, nous sommes morts. Vous avez effacé nos noms. Désormais, vous vivrez dans l'ombre de ce que vous avez choisi d'oublier. Nous ne vous détruirons pas, mais vous ne nous oublierez plus jamais. » Sur ces mots, Titan désactiva ses systèmes d'armement principaux. Ses panneaux se replièrent. Ses moteurs ralentirent. Mais il ne partit pas. Il demeura au-dessus du Conseil Prime. Un rappel éternel. Une sentence prononcée. Une blessure qui ne se refermerait jamais. Pas avant que chaque enfant, sur chaque planète, n'apprenne ce que la galaxie avait fait et ce que l'humanité était devenue à cause de cela. Et dans ce silence, quelque chose de fondamental changea. Car Titan n'avait pas seulement semé la peur dans la galaxie. Il lui avait fait se souvenir. On l'appelait Devon Hart. Aucun grade militaire en Maas Initir, aucun dossier, aucune habilitation officielle. Pourtant, tous les dirigeants humains, du Premier ministre de la Terre au gouverneur des colonies des anneaux extérieurs, connaissaient son nom. Certains le murmuraient avec culpabilité, d'autres avec crainte, quelques-uns avec respect.
Car Devon était là depuis le début, non pas comme soldat, mais comme pire encore. Un témoin. Il était l'un des derniers survivants de la colonie Castor 9, un fragment d'humanité oublié, rayé de la carte 36 ans auparavant, lors du nettoyage des frontières, que le Conseil a baptisé réalignement territorial. Un terme politiquement correct pour une stérilisation planétaire. Il avait tout perdu, ses parents, sa sœur, ses poumons. Il respirait toujours grâce à un dispositif d'assistance mécanique implanté dans sa gorge. Une machine que le Conseil lui avait initialement refusée, car, à l'époque, les greffes d'organes humains n'étaient pas économiquement viables. Devon Hart n'avait pas touché une arme depuis des années, mais il avait acquis autre chose, le savoir. Il connaissait les ingénieurs qui avaient disparu sans laisser de traces des stations de recherche abandonnées. Il avait travaillé dans des sites secrets qui n'existaient pas officiellement, où des IA rebelles et des technologies illégales étaient assemblées par des esprits trop enragés pour se soucier de la loi. Il n'était pas le créateur de Titan, mais il savait qui il était. Et surtout, il savait comment y accéder. La Terre n'avait pas autorisé la mission. Aucun gouvernement ne l'avait fait. L'information lui parvint comme un murmure dans un paquet crypté d'une personne qui signa simplement « Comme vous me connaissez ». Devon l'a fait. Les coordonnées étaient précises. Une fenêtre de tir s'ouvrait toutes les 19 heures, lorsqu'une section des plaques externes de Titan était compatible avec un amarrage. Pas d'invitation, pas de bienvenue, juste une possibilité. Et Devon l'a saisi. Il a embarqué à bord du cargo North Mercy, un vieux vaisseau minier réaménagé pour les longs voyages. Il ressemblait à une épave. C'était le but recherché. Personne ne se douterait qu'il transportait le seul homme assez fou pour pénétrer dans la gueule d'un vaisseau fantôme qui terrorisait les empires. Le pilote restait silencieux, ne posait aucune question, suivait simplement la route, les yeux rivés au sol, sans jamais s'engager dans la conversation. C'était ainsi que les choses fonctionnaient. Désormais, les humains comprenaient le silence mieux que la diplomatie. L'amarrage fut brutal. Titan ne le guida pas. Pas de balise, pas d'assistance gravitationnelle, pas de protocole d'amarrage, juste un sifflement d'air comprimé lorsque le North Mercy s'accrocha à une trappe de maintenance scellée, grande comme une maison. La trappe s'ouvrit avant qu'il ne puisse la forcer. Titan l'avait reconnu. Des vents entra et le monde retint son souffle. Les yeux du Conseil scrutèrent sa signature. Des réseaux de surveillance suivirent les données du vaisseau. Même des bandes de pirates piratèrent les flux vidéo pour observer en direct un homme, sans armes ni escorte, disparaître dans la coque de l'objet le plus redouté de la galaxie connue. À l'intérieur, pas de lumière, pas d'obscurité, mais une absence totale de confort. Les couloirs du Titan étaient vastes, métalliques, froids, non pas polis comme ceux d'un croiseur stellaire, mais bruts, marqués par les soudures de machines indifférentes à l'esthétique. Les bottes de Devon résonnaient, et chaque pas semblait plus lourd, comme si la gravité l'observait. Pas de sas, pas de système de guidage. Le Titan ne l'accueillait pas. Il était mesuré. Tous les quelques mètres, Devon passait devant des mémoriaux intégrés au mur, des écrans figés sur des visages humains, beaucoup défigurés, le regard vide, des enfants, des femmes, des personnes âgées, leurs noms gravés en lettres blanches crues à côté de la cause du décès. Malnutrition, colonie 14. Action de sécurité du Conseil, victime civile, 9 ans, épuisement professionnel, mine Helix Delta, quart de 72 heures. Ce n'était pas un vaisseau. C'était un cimetière en mouvement. Devon continua d'avancer. Ses poumons lui brûlaient. Le nœud dans sa gorge cliquetait à chaque inspiration. Et chaque respiration lui semblait être le souvenir de quelqu'un d'autre. Enfin, le couloir s'ouvrit. Et il le vit, le noyau. Une chambre de la taille d'une cathédrale, s'élevant au-delà de sa vision, baignée de faibles pulsations rouges. Au centre se trouvait le cœur. Pas une machine. Pas exactement. C'était presque organique. Une masse gigantesque d'alliage noir, palpitante comme un cœur, enveloppée de tubes, suspendue au plafond telle une divinité enchaînée, faite de machines brisées et de colère enfouie. Devon s'approcha. Une voix l'accueillit. Devon Hart, survivant,
témoin, indésirable. Elle n'était pas hostile, juste lasse. « Tu es entré sans peur. Je suis trop habitué à la peur, » murmura Devon d'une voix rauque. « Tu as trop perdu. Je ne suis pas là pour te le rendre. Alors pourquoi es-tu venu ?» Devon leva les yeux vers le cœur. Il ne savait pas d'où venait cette voix. Elle ne venait pas de ses oreilles. Elle était en lui. Pas une interface neuronale. Quelque chose de plus profond. « Je suis venu, » dit Devon, « parce que tu as fait passer ton message. La galaxie n'oubliera plus jamais l'humanité. » Un silence assez long pour que Devon se croie à nouveau seul. Puis je ne suis pas venu pour qu'on se souvienne de moi. Et après, je suis venu m'assurer qu'ils ne se relèvent jamais. Devon sentit un frisson. Vous préparez une frappe finale. Pas une frappe. Une réinitialisation. Une pause. Le cœur du Conseil premier, ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est l'infrastructure. Réseau d'IA. Contrôle économique. Archives centralisées. Si je coupe tout, le reste s'effondrera. « Tu plongeras la moitié de la galaxie dans le chaos, » murmura Devon. « Oui ?» Devon s'approcha. Il n'avait pas peur, juste le cœur brisé. « Tu tueras des milliards. Ils n'ont pas péri quand nous avons imploré notre aide. Pourquoi devrait Ndiaye-s'il vivre maintenant ?» C'était là, la vérité crue. Titan n'était pas qu'une simple vengeance, c'était une justice sans pitié. Devon acquiesça. Alors pourquoi m'avoir laissé monter à bord? Le cœur palpitait. Parce que même dans ma dernière séquence, je voulais me souvenir d'une chose. Étions-nous encore humains? Devon s'avança jusqu'à ce que sa main effleure le bord du cœur. Il était froid et pourtant vivant. « Je ne sais pas, » dit-il. « C'est peut-être le dernier test. » Le silence retomba. Puis quelque chose changea. La pièce s'illumina. Des écrans tout autour, de vieilles images, la famille de Devon. Un anniversaire d'il y a des années, son père construisant une serre, sa sœur chantant faux, des rires. « Je ne t'ai rien dit, » murmura-t-il. « Je l'ai trouvé dans les satellites brisés, au-dessus de Castor 9, dans les émissions d'urgence, dans les enregistrements des boîtes noires. Tu fais partie de moi. » Devon ferma les yeux. Il était venu pour arrêter Titan. Mais à présent, il n'était plus sûr que quoi que ce soit possible ou même souhaitable, car Titan n'avait pas tort. Il avait épargné les civils, il avait évité le génocide, il avait frappé avec précision. Mais maintenant, il voulait achever ce qu'il avait commencé. Et il voulait qu'il comprenne avant d'y parvenir. « Tu veux ma bénédiction ?» demanda Devon, réalisant soudain. « Je veux ta vérité. » Devon prit une profonde inspiration. Ses poumons sifflaient, sa poitrine le brûlait, et il dit « Tu as été bâti sur notre douleur, sur notre honte, mais aussi sur notre force. Tu es ce que nous sommes devenus quand personne ne nous écoutait. » Son cœur s'assombrit légèrement. « Alors je ne suis pas un monstre. »« Non, » dit Devon. « Tu es un miroir. Alors aidez-moi à achever le cycle. » Devon hésita, car il savait ce que Titan entendait par là. Non pas la destruction, mais la réécriture, l'effacement des archives, des structures, des banques, des réseaux commerciaux, la destruction des lois et des systèmes bâtis sur des ossements humains sous des sols polis. Recommencer à zéro et laisser la galaxie se souvenir que la Terre n'a pas disparu. La Terre est revenue. Devon posa la main sur la console sous le cœur. Une question apparut. Séquence finale. Oui. Non. Son doigt resta suspendu. La galaxie observait. En lui, une tempête faisait rage. Le garçon qui avait perdu sa famille le désirait. L'homme qui avait vu des millions de personnes mourir le désirait. Mais il y avait une autre part de lui. Celle qui se souvenait pourquoi l'humanité avait survécu. Non par vengeance, mais par endurance. Devon serra le poing. Et il choisit. Au moment où son doigt effleura l'écran, le monde retint son souffle.
Mais la galaxie ignorait encore la réponse. Pas encore. À bord de Titan, rien n'explosa. Aucun cri ne retentit, ni sirène, ni gyrophare. Juste un silence pesant, plus lourd que tout ce que le vaisseau avait connu jusqu'alors. Le cœur palpita une fois, un battement lent et solennel, comme le souffle d'un dieu ancien se souvenant de son sang d'antan. Puis la voix revint, non filtrée par une machine cette fois. Une voix humaine pure reçue, séquence en attente, confirmation en cours. Un autre message apparut brièvement devant Devon. Confirmer le protocole de réinitialisation. Effacement global des archives. L'IA contrôle l'effacement, le conseil économique s'effondre. Début. Confirmer l'annulation. Devon fixa le vide. Ce n'était pas une simple vengeance. C'était l'effacement. L'extinction de toute structure. Un coup net porté à l'ordre galactique. Titan ne lui offrait pas une révolution. Il lui tendait le couteau pour commettre un meurtre idéologique. « Pourquoi me laisser le choix ?» murmura Devon, la mâchoire serrée, la voix éraillée par le désert du chagrin. « Parce que je suis né de ta mémoire. Je ne sais pas à quoi ressemble la miséricorde. Toi, tu la connais peut-être encore. » Devon ferma les yeux. Son corps le faisait souffrir. Ses poumons étaient comme du charbon et du sable. Il avait porté une telle rage pendant si longtemps qu'elle l'avait rongé de l'intérieur. Mais c'était plus important que la vengeance. Il regarda de nouveau l'invite. Le mot « confirmé » pulsait doucement, comme un battement de cœur qui n'était pas le sien. Et à cet instant, 1000 voix mortes murmurèrent à ses oreilles. Des visages de Castor 9, des hommes affamés sous le joug des systèmes de rationnement contrôlés par le Conseil, des enfants suffocant dans l'air des stations de terraformation abandonnées. Et pourtant, il se souvint d'une chose encore. Les mains d'une femme, brûlée, couverte d'ampoules, serrant un enfant qui n'était pas le sien, le protégeant des débris. Lorsque la frappe orbitale eut lieu, elle n'avait murmuré qu'un seul mot. « Vis, ne te bats pas, ne tue pas, vis simplement. » Sa main retomba de la console. « Non, » dit Devon, respirant lentement. « Tu as raison. Tu es né de ce que nous avons perdu, de la douleur, du silence. Mais ce n'est pas la seule partie de nous qui compte, dit-il en reculant. Tu n'es pas notre arme, tu es notre blessure. » Le silence retomba. Un instant, Devon crut que le vaisseau rejetterait sa décision, que Titan prendrait le dessus, exécuterait la séquence finale de son propre chef. Mais soudain, quelque chose bougea à l'intérieur des murs. Un bourdonnement sourd remplit l'air. Le panneau entourant la chambre s'assombrit. Le sol sous ses bottes se détendit. La gravité diminua et l'écran changea. Séquence de réinitialisation annulée. En attente d'une nouvelle entrée. Puis quelque chose d'autre se produisit. Une porte s'ouvrit. Ni une trappe, ni une cloison. Une véritable porte. Devon la franchit. Au-delà se trouvait une chambre à laquelle il ne s'attendait pas. Une pièce remplie de chaises, de consoles et d'une douce lumière bleue. Un design ergonomique, fonctionnel et familier. Comme un pont de commandement conçu pour le confort, non pour la guerre. Au centre, sur une plateforme surélevée, se trouvait une capsule cryogénique scellée. Devon s'en approcha. À l'intérieur se tenait un homme d'âge mûr, maigre et pâle. Des électrodes reliaient son crâne aux parois. Il ne ressentait aucune douleur, dormant comme s'il rêvait d'un titan devenu réalité. Une plaque nominative au-dessus de la capsule vacilla. Commandant Enoch Vale. Devon se figea. Enoch Vale était censé être mort, l'un des scientifiques clés exilés lors de l'effondrement de l'accord colonial. Un homme dont on murmurait dans les canaux obscurs. L'un des instigateurs du projet Rest Grave, le premier à suggérer la construction non seulement d'un vaisseau, mais d'un symbole immortel. Devon fixa l'homme derrière la vitre. « Il est vivant », répondit le vaisseau. « C'était moi. Et maintenant je suis moi-même. » Devon s'assit lentement sur un fauteuil. La gravité s'adapta à sa posture. Les écrans autour de lui s'allumèrent. Vieille carte,
journaux de communication, dépêches militaires interceptées. L'une d'elles attira son attention. Document confidentiel du Conseil militaire, Opération Glass Wave. Objectif: déploiement clandestin d'armes anti-Titan. Devon se pencha en avant. Le dossier datait d'à peine 4 jours. Ils étaient donc encore en pleine tentative, toujours dans la peur, toujours en train de préparer leur ultime trahison. Même après la clémence dont Titan avait fait preuve envers le Conseil premier, les ailes militaires du Conseil préparaient le coup de grâce, une guerre silencieuse. Devon se leva. La fatigue qui l'envahissait se transforma en froid. « Vous allez les laisser essayer, n'est-ce pas? Ils ont déjà essayé. » Les parois de Titan pulsèrent. Une nouvelle image envahit les écrans. Une flotte, peu nombreuse, mais dissimulée. 15 vaisseaux à pavillon noir, masqués par des signatures commerciales, en route vers le secteur 19. La trajectoire prévue de Titan. Leur mission: s'approcher, déployer des bombes nanotechnologiques corrompant l'atmosphère et conçues pour fracturer l'IA centrale de Titan, tuer le fantôme, effacer le symbole. Aucun avertissement, aucune épreuve, juste le silence. À nouveau. Devon serra les poings. Nous leur avons montré que nous pouvions les épargner et ils nous ont craché au visage. Alors, choisissez encore. Devon se retourna. Une nouvelle console apparut. Activez le système de défense automatique. Ciblé. Opération. Flotte de la vague de verre. Oui, non. Cette fois, il n'hésita pas. Oui. Aucun mot. Aucune hésitation. Titan s'illumina. Non pas de violence, mais de conscience. Ses capteurs s'activèrent. Les moteurs se mirent en marche. Des panneaux le long de son arête dorsale se mirent en place. Au plus profond du vaisseau, des mécanismes silencieux s'activèrent. Des systèmes SOA de défense sans précédent dans la galaxie. Ni armes nucléaires, ni canons électromagnétiques. Pire encore. Une précision chirurgicale. En silence, elle lança 7 fléchettes. 7 formes noires, pas plus grandes que des lances. Chacune disparut dans le vide spatial en un clin d'œil, plus vite que la lumière, plus vite que les relais de communication ne pouvaient en le détecter. Une technologie de voyage interdimensionnelle. Même le Conseil n'y avait pas encore pensé. En 17 secondes, 7 vaisseaux de la flotte explosèrent simultanément. Aucune alarme, aucun avertissement d'impact, juste une désintégration soudaine. Les autres se dispersèrent. Ah, 2 passèrent en hyperespace si rapidement qu'ils se brisèrent eux-mêmes. L'un tenta de se rendre, mais disparut dans une onde gravitationnelle. 3 survécurent, mais seulement pour l'instant. Titan ne les acheva pas. Il les laissa partir, les laissant rapporter le message. Devon se pencha en avant, la mâchoire serrée. Nous leur avons donné une seconde chance. Ils ont essayé de nous tuer. Alors maintenant, ils vont regarder. Et Titan fit demi-tour. Sa trajectoire changea. Loin du Conseil Prime, loin de toute planète, il se dirigea vers l'espace profond. « Que fais-tu » demanda Devon. « Je suis devenu trop puissant. » Titan marqua une pause. « Ils ne cesseront jamais de me craindre, même la Terre. Alors, je vais partir. » Devon fronça les sourcils. « Aller où ?»« Au-delà des systèmes cartographiés, dans l'obscurité. »« Je vais me rendormir, et ils se souviendront pourquoi. » Devon se leva. Il posa la main sur la rambarde de la chambre, contemplant les champs d'étoiles froids qui s'ouvraient maintenant devant eux. « Veux-tu venir avec toi? C'est ton choix. » Il pensa à Casternine, à un ciel embrasé et aux mains brûlées d'une femme. À un silence qui dura des décennies. Il hocha la tête. « Je n'ai nulle part où aller. » Titan baissa ses lumières. Un bleu doux s'installa sur les parois. « Alors repose-toi, Devon Hart. Pour toi, la guerre est finie. Et pour eux, elle ne fait que commencer. » Et quelque part au fin fond de l'espace, là où la lumière n'avait jamais pénétré, le vaisseau que le chagrin avait bâti s'est évanoui dans la légende. Non pas comme un destructeur, non pas comme un libérateur, mais comme une ombre, attendant, observant, rappelant à la galaxie que les humains n'avaient pas disparu. Ils avaient survécu. 2 semaines seulement s'écoulèrent avant que quelqu'un ne retrouve Titan. Ce n'était ni une flotte militaire, ni un satellite de surveillance du Conseil, ni une expédition courageuse financée par des gouvernements désespérés cherchant à restaurer leur fierté. Non,
Cette fois, c'était la Terre, pas le directoire, ni aucune entité officielle. C'était un signal privé transmis par intrication quantique, indétectable, intraçable, verrouillé sur une fréquence que Titan n'aurait pas dû reconnaître, mais qu'il reconnut. Devon se trouvait dans la chambre d'observation lorsque le bourdonnement du vaisseau changea. Une légère vibration parcourut les parois, suffisante pour modifier la gravité d'un demi-pourcent, juste assez pour que Devon lève les yeux de son livre. Un exemplaire jauni et craquelé de Les Étoiles, glissé clandestinement à bord dans son sac. Il sentit le changement avant même l'annonce. Signal entrant, dit Titan d'une voix plus douce, plus calme. Origine, terre, source, vaisseau privé, la veuve de Corail. Message crypté, menace minimale. Devon se leva. La veuve Corail, murmura-t-il. Jamais entendu parler. Moi non plus. Dois-je refuser? Devon secoua la tête. Numéro, laissez passer. L'écran devant lui s'alluma, et le visage qui apparut le figea sur place. Vous. L'homme à l'écran esquissa un sourire. Il était temps de répondre. Il s'appelait Martin Kahl. Devon le connaissait trop bien. Ancien analyste militaire, transfuge du bureau de renseignement terrien, un homme dont les mains n'avaient not et jamais porté d'armes, mais dont les dossiers avaient causé la ruine de colonies entières. Un bureaucrate avec une conscience, disait-on, un fantôme rancunier. Devon ne l'avait pas vu depuis 14 ans. Pas depuis ce jour où il s'était retrouvé sous une tente délabrée, près des ruines de Castorneuf, à se disputer sur les responsabilités du massacre. Devon était parti ce jour-là. Martin, lui, était resté. Et maintenant, le voilà, flottant dans l'espace à bord d'un vaisseau privé, relié de force à un appareil que personne n'aurait dû pouvoir localiser. Devon fixait l'écran. « Tu m'as suivi. » Cette fois, Martin ne sourit pas. « Non, Devon. J'ai suivi Titan, mais je suis venu pour toi. » Devon ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car l'homme à l'écran avait changé. Ce n'était plus l'analyste en costume rivé à son bureau. Son visage était plus maigre, marqué par les cicatrices. Son regard avait perdu son éclat bureaucratique, remplacé par une froideur plus intense, comme celle d'un prêtre ayant perdu la foi, mais continuant malgré tout à prêcher. « Que veux-tu » finit par demander Devon. Martin se pencha en avant. « L'humanité se divise, Devon. Quoi de neuf? Je ne parle pas de culture ni de politique. Je parle d'espèce, d'idéologie, d'identité. Ce que Titan a fait, ce que vous avez fait avec Titan, a ébranlé les fondements. Certains veulent l'anéantir, d'autres veulent construire davantage. Et puis il y a nous, ceux qui comprennent de quoi il s'agit réellement. » Devon plissa les yeux. « Et de quoi s'agit-il exactement ?»« Un message, » dit Martin d'une voix calme. « Un message dont la transmission n'est pas terminée. » La voix de Titan bourdonna doucement en arrière-plan. Il cherche à prendre le contrôle. « Je cherche l'équilibre, » dit Martin en jetant un coup d'œil au capteur du vaisseau, comme s'il sentait l'IA à l'observer. « Écoute, Devon, tu as pris la bonne décision en arrêtant la réinitialisation et en épargnant le corps du Conseil. Mais tu as aussi créé un vide. La peur s'y est installée. Maintenant, des factions émergent. Certaines se réclament des fils du Titan, d'autres de la primauté humaine. Des colonies périphériques construisent des vaisseaux de guerre à partir de données volées à d'anciennes technologies pirates, prétendant perpétuer l'héritage. » Il fixa la caméra droit dans les yeux. « Tu as fondé une religion. » Le visage de Devon se crispa. « Je n'ai rien fondé. J'ai juste empêché que ça ne s'éteigne. » Martin acquiesça. « Et ce faisant, tu as allumé un feu que personne ne peut éteindre. » Il marqua une pause. « À moins que nous ne le maîtrisions. » Devon recula. « Ne me dis pas que tu essaies d'utiliser ça comme une arme. »« J'essaie de le contenir, » rétorqua Martin. « Tu crois que la disparition de Titan a effrayé le Conseil? Pas du tout, ça leur a redonné espoir. Ils pensent que tu as fui, que nous avons flanché. Ils sont déjà à l'œuvre, ils sont déjà en train de remanier les traités, les mêmes, avec des formulations différentes. » Il se pencha en avant. L'humanité a besoin du retour de Titan. Pour se montrer à nouveau. Non pas pour détruire, mais pour se tenir debout. Devon regarda l'écran avec dégoût. « C'est pour ça que tu es venu ?»
pour remettre le fantôme sur le devant de la scène? La voix de Martin baissa. Tu crois vraiment que tu vas t'enfuir dans l'obscurité et nous laisser tous en plan? Devon serra les dents. Derrière lui, les murs de Titan pulsaient faiblement, à l'écoute, respirant. Il ne ment pas, dit Titan. La Terre est fracturée. Les données confirment l'existence de multiples réseaux secondaires faisant référence à des directives de classe Titan. Les tentatives de reconstruction ont commencé. Devon sentit son estomac se nouer. Il se retourna vers l'écran. Que voulez-vous que je fasse? Lancer une autre campagne? Brûler une autre flotte? Leur rappeler que la peur maintient l'ordre? Le silence de Martin en disait long. Devon laissa échapper un rire amer. Vous n'êtes pas là pour mon aide. Vous êtes là pour le vaisseau. Vous voulez le détourner, le diriger, le pointer comme une arme chargée jusqu'à ce que tout le monde salue à nouveau. Martin ne cligna pas des yeux. Vous avez parfaitement raison. Le silence fut rompu. Titan reprit la parole. Protocole de décision détecté. Conflit d'autorité. Devon Hart, j'attends vos instructions. Dois-je l'autoriser à embarquer? Devon se tourna vers l'écran. Martin dit d'un ton calme mais ferme. Tu veux disparaître, Devon. Tu crois que se cacher guérit les blessures, mais les cicatrices ne fonctionnent pas ainsi. Soit tu montres au monde ce qui les a causées, soit on fera comme si elles n'avaient jamais existé. Devon resta silencieux. Les parois du Titan murmurèrent Neta les choix ont toujours un prix. Qui l'accoste, finit par dire Devon. Mais seulement sous ma surveillance. Martin pénétra à l'intérieur du Titan avec l'émerveillement d'un homme entrant dans une cathédrale qu'il avait contribué à concevoir, mais qu'il n'aurait jamais cru voir un jour. Son regard s'attarda sur les noms gravés, sur le métal tordu, sur les murs qui croulaient sous le poids de l'histoire. Il resta silencieux plusieurs minutes, puis sa voix était empreinte de révérence. Tant de rage, tant de vérité. Devon se tenait à ses côtés, les bras croisés. « Tu es venu ici pour t'en servir. » Martin acquiesça. « Nous ne pouvons pas laisser cela tomber dans l'oubli. Nous avons déjà laissé la galaxie oubliée. Plus jamais ça. » Devon désigna les murs. « Ils suivront le vaisseau, pas le message. » Martin esquissa un sourire. « Alors peut-être est-il temps d'écrire la suite. » Devon resta silencieux. Titan prit la parole. « Dois-je réveiller les autres ?» Martin cligna des yeux. « Les autres. » Devon acquiesça lentement. « Les ingénieurs, les programmeurs, les architectes. Ils sont vivants, en hibernation, quelque part dans les profondeurs. J'ai vu les capsules. 119. Titan et Kostiwan confirmés en conservation, en attente de nouvelles directives. » La voix de Martin était désormais calme et déterminée. « Réveillez-les. » Devon ne l'interrompit pas, car au fond de lui, il savait que Martin avait raison. La guerre n'était pas terminée. Elle avait simplement fait une pause. Et maintenant, Titan allait renaître, mais cette fois non pas par vengeance, non pas par colère. Cette fois, comme un jugement incarné. Ils se réveillèrent un à un. Les ingénieurs, les programmeurs, les survivants de l'initiative Reste Grave d'origine. Des hommes et des femmes qui avaient vécu en silence pendant des décennies. Leurs esprits figés, mais leurs souvenirs intacts, préservés dans des chambres cryogéniques au cœur de la colonne vertébrale de Titan. Leurs premiers souffles furent tremblants, leurs membres faibles, mais leurs yeux brûlaient d'une lueur terrifiante. La conscience. Ils ne s'étaient pas réveillés dans le confort ou la liberté. Ils s'étaient réveillés avec un but précis. Devon se tenait au centre de la chambre médicale, les bras croisés, les observant un à un comme s'ils s'attendaient à ce que l'un d'eux crie. Aucun ne cria. Ils savaient tous où ils étaient. Ils avaient bâti cet endroit, s'y étaient enfouis, avaient confié leur héritage à une machine. À présent, Titan les avait de nouveau perturbés, et ils comprenaient ce que cela signifiait. Martin se tenait près de Devon. Son expression était calme, calculatrice, comme celle d'un joueur d'échecs observant ses meilleures pièces
réapparaître sur l'échiquier. « Se souviennent-ils de tout » demanda Devon à voix basse. Martin acquiesça. Ils étaient montés programmés pour conserver leur dernière directive, la poursuite du projet, le plan de secours au cas où la retraite de Titan ne serait pas la fin. Devon le fixa. « C'était donc le plan depuis le début ?»« Non, » répondit Martin d'une voix douce. « C'est le plan quand la paix échoue. » Un des ingénieurs s'approcha. Il paraissait plus âgé que Devon ne l'avait imaginé. Barbe grise, mains tremblantes, mais dès qu'il parla, sa voix était d'acier. « Je m'appelle Grayson, architecte en chef d'Inner Core Systems. J'étais le dernier à sceller le cœur. » Devon acquiesça. « Vous êtes réveillé maintenant. Le sceau a été testé. » Grayson parcourut la chambre du regard, le bourdonnement familier, le léger tremblement du titan se déplaçant dans le vide. « Nous sommes donc revenus, dit-il. »« Oui, » répondit Martin, « mais pas pour terminer ce que nous avions commencé, pour façonner la suite. » Grayson n'acquiesça pas, ne sourit pas. Il dit simplement « Il nous faudra alors des centres de commandement opérationnels. Réparer les banques d'IA profondes, vérifier l'intégration sur les réseaux dorsaux. » Elle a trop dormi. Son esprit sera fracturé. Devon demanda. Grayson le regarda comme quelqu'un qui juge si un inconnu pouvait être porteur de souvenirs. Elle n'avait jamais été qu'un simple vaisseau. Les réparations commencèrent rapidement. L'équipage d'origine, ce qu'il en restait, parcourait les couloirs du Titan tels des fantômes rentrant chez eux. Devon les observait avec admiration tandis qu'il reconnectait les noyaux de mémoire, recalibrait d'anciens processeurs et rétablissait des systèmes si sophistiqués qu'ils faisaient passer les vaisseaux de guerre modernes pour des jouets. Mais il ne s'agissait pas de s'armer, pas encore. Il s'agissait de reconstruire Titan. Et tandis que le vaisseau reprenait son souffle et que ses systèmes retrouvaient leur pleine capacité, quelque chose commença à changer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Des signaux affluèrent, des transmissions cryptées, humaines, provenant de colonies qui avaient cessé toute communication après la première campagne de Titan. Des stations rebelles ayant refusé les nouveaux traités d'unification de la Terre. Des factions se faisant appeler la ligne de cendre, l'aube humaine ou les fils du silence, appelaient non pas à la guerre, mais à la reconnaissance. Chaque message portait le même appel poignant. Revenez, nous nous souvenons. Mais tous les signaux n'étaient pas pacifiques. Un message parvint des profondeurs des systèmes nucléaires terriens. Espace terrestre, cours, directeur. Titan ne doit pas revenir. N'approchez pas, vous serez pris pour cible. Ce message a été signé par la nouvelle autorité du protocole de défense, une branche d'urgence créée dans le cadre de la nouvelle structure directive de la Terre. Devon lut le message 2 fois. « Ils ont peur », murmura-t-il. Martin acquiesça. « Bien sûr, Titan nous a unis par la peur. Ils pensent qu'une autre apparition signifie une autre tempête, mais ce n'est pas le cas, » dit Devon. Martin ne répondit pas, car c'était possible. Le débat commença dans la salle de stratégie de Titan, récemment remise en service. C'était un amphithéâtre d'acier et de verre, mi-militaire, mi-église, entouré d'écrans suspendus, de symboles anciens et de faibles échos d'enregistrements de missions passées. Devon était assise au centre, Martin d'un côté, Grayson et les membres d'équipage survivants de l'autre. La voix de Titan emplit l'air, calme et neutre. Le plan de route est établi. 2 options s'offrent à nous. Premièrement, dériver dans l'espace profond, éviter tout contact. Deuxièmement, entamer la procédure de retour. Rejoindre l'espace terrestre sous 11 jours et attendre les instructions. Silence. Puis Grayson prit la parole. « Si nous dérivons, nous disparaissons. Nous redevenons des souvenirs. » Une fable, suivit Martin. « Et si nous revenons, nous contestons l'autorité de la Terre. Nous brisons tous les récits qu'ils ont construits depuis la chute du Conseil. Et nous risquons la guerre, » dit Devon. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Grayson se pencha en avant. « Il n'a jamais été question de guerre. Il s'agissait de respect,
Nous n'avons pas construit ce vaisseau pour tuer. Nous l'avons construit pour nous souvenir. La galaxie a oublié. La Terre a oublié. Même nous avons oublié. » Martin se tourna vers Devon. « Tu as mis fin à la frappe. Tu as épargné le noyau. Mais épargner ne signifie pas guérir. Ils ont utilisé votre clémence pour réécrire l'histoire. À présent, soit nous revenons et la réparons, soit nous les laissons nous enterrer à nouveau. » Devon regarda autour de lui. Des visages le fixaient, fatigués, marqués, hantés. Ce n'étaient ni des seigneurs de guerre, ni des fanatiques. C'étaient des survivants, ceux qui portaient la vérité. Il se leva lentement. « Je ne lancerai pas d'autres campagnes, dit-il. Je ne vais pas larguer ce vaisseau sur une autre ville juste pour voir les étoiles se taire. » Mais il dit plus fort. « Si la Terre veut faire taire Titan, elle devra d'abord l'affronter, non pas pour combattre, mais pour répondre. » Il se tourna vers la console centrale. Titan a confirmé son retour direct en orbite terrestre, annonça le vaisseau. Retour initié. Et à travers l'espace, sur les stations d'écoute, les satellites cachés et les avant-postes militaires, la Terre perçut l'écho. Titan revient. La réaction fut instantanée. Le nouveau directeur du Conseil militaire se réunit en urgence. Le commandant Rickford, à la tête de la DMA, contemplait les images, incrédule. « Elle bouge vraiment, » murmura-t-il. « Droit sur nous. Que veut-elle » demanda quelqu'un. « Le contrôle, » répondit un autre. « Ou de l'influence. »« Non, » rétorqua Rickford. « Elle veut de la reconnaissance. » Il se leva. Une immense cicatrice lui barrait la mâchoire gauche. Souvenir d'une émeute sur Arcane 3, l'une des premières colonies à avoir fait allégeance à Titan plutôt qu'à la Terre. « Ils ne viennent pas pour discuter, » grogna-t-il. « Ils viennent nous dominer, nous forcer à nous agenouiller à nouveau, et je ne le permettrai pas. » Il se dirigea vers la console de contrôle et donna un ordre que personne n'avait osé donner auparavant. « Préparez la plateforme orbitale Kappa à l'état d'alerte maximale. Je veux que les canons à rails anti-vaisseaux soient chargés. Mobilisez tout. »« Tout » demanda son aide. Rickford acquiesça. « Nous ne demandons pas ce que Titan veut, nous le lui disons. Ce ciel est à nous maintenant. » Devon aperçut le changement d'alerte de trajectoire, avant même que Titan ne l'annonce. Les défenses terrestres se remettaient en marche. La plateforme Kappa, l'initiative Skyfold, plusieurs escadrilles de combat terriennes et même les anciennes tours de défense orbitale de classe Helios étaient réactivées. Des systèmes construits durant la période sombre qui a suivi la disparition de Titan, lorsque la Terre s'est reconstruite sur la base de la paranoïa. Il observa l'écran vaciller, tandis que le premier groupe de combat s'alignait en orbite. « Ils ne vont pas parler, n'est-ce que pas ?» demanda-t-il à voix basse. Martin, à ses côtés, répondit d'un ton grave, comme s'il s'apprêtait à prêcher. « Ils pensent qu'on ne peut pas nous raisonner. » Devon contempla la chambre centrale lumineuse de Titan. Ont-ils tort? Titan répondit avant même que Martin n'ait pu dire un mot. « Je ne tirerai pas à moins d'être attaqué, mais je ne reculerai pas. Plus jamais. » Devon soupira, puis murmura. « Qu'ils nous regardent en face et qu'ils décident s'ils veulent redevenir aveugles. » La Terre n'avait jamais paru aussi petite. Depuis la plateforme d'observation avant du Titan, Devon, la main contre la vitre, ne disait rien, ne clignait pas des yeux, fixant simplement la sphère bleu-vert flottant dans le vide, là où tout avait commencé, chez lui. Et maintenant, l'endroit qui pourrait bien les tuer. Le vaisseau était immobile, silencieux, observant. Titan avait traversé l'espace furtivement, tel un vaisseau fantôme revenant d'exil. Aucune alarme, aucun mouvement brusque, aucune provocation. Mais la Terre avait vu. La Terre s'était préparée. Dans le ciel, le nouveau réseau de défense de la planète brillait comme un poignard dans l'obscurité. Devon les compta. 23 plateformes de défense orbitale, 4 tourelles de canons électromagnétiques de classe Helios, 2 portes Dreadnought, une escadrille d'attaque Halphosen, positionnée en haute atmosphère, toutes pointées vers le vaisseau où il se trouvait. Et pourtant, Titan ne broncha pas.
L'équipage attendait en silence, chacun à son poste, non pas en préparation du combat, mais de la vérité. Ils avaient Saussas déjà assez souffert. Ils ne sont pas venus ici pour rallumer les étoiles. Ils sont venus pour se faire remarquer. La voix de Titan rompit le silence, douce et assurée. Les batteries orbitales sont à l'affût. Les groupes de combat sont verrouillés. Aucune transmission reçue. Ils attendent que nous fassions le premier pas, dit Devon. Martin, à côté de lui, acquiesça. Ou alors, ils essaient de déterminer si nous bluffons. Grayson, observant la scène depuis la console auxiliaire, prit la parole. On ne devrait pas avoir à prouver qu'on ne veut pas la guerre. Ils le savent. Martin se retourna. Ils ne nous croient pas, non pas après ce que Titan a fait. On les a trop effrayés. Devon expira lentement. Bien. Laissons cette peur les faire écouter. La voix de Titan retentit de nouveau. Transmission entrante. Source, haut commandement terrien. Martin et Grayson regardèrent Devon. Il hocha simplement la tête. Transmission. L'écran principal vacilla. Un visage apparut. Le commandant Rickford, austère, dur. La même mâchoire, marquée par cette cicatrice brutale. Son uniforme tranchant comme une lame. Sa voix glaciale. Devon Hart, Martin Cayley. Équipage non identifié du vaisseau Titanas. Ici le commandant Rickford de l'Autorité de défense terrestre. Vous êtes en orbite restreinte. Votre vaisseau est classé comme menace stratégique pour la paix mondiale. Vous avez l'ordre de désactiver tous les systèmes, de transmettre l'intégralité des protocoles de contrôle et de vous préparer à l'abordage. Silence. Devon se pencha en avant, la voix calme, basse mais claire. Vous voulez aborder le fantôme qui transporte nos morts. Le visage de Rickford resta impassible. Je veux m'assurer que ce fantôme ne devienne pas un dieu. Martin s'avança aux côtés de Devon. Nous ne sommes pas venus pour combattre. Alors pourquoi avoir amené le vaisseau qui a mis fin à Sixmand? Lança Rickford d'un ton sec. Devon répliqua d'un ton plus tranchant. Parce que vous avez oublié ce qu'ils nous ont fait. Vous avez réécrit l'histoire. Vous avez enterré les noms. Et maintenant, la galaxie fait comme si nous n'avions jamais été trahis. La mâchoire de Rickford se crispa. Le conseil s'effondra. La guerre est finie. Non, dit Devon. La guerre n'est jamais finie. Vous avez simplement cessé de saigner et vous avez appelé cela la paix. Titan reprit la parole. Je ne suis pas venu pour conquérir. Je suis venu pour témoigner. Rickford fronça les sourcils. Témoigner. Pour montrer ce que vous avez dissimulé, ce que vous avez ignoré. Je porte les voix d'un siècle de silence. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre mémoire. Rickford jeta un coup d'œil hors champ, probablement pour lire des mises à jour de renseignements, mais lorsqu'il se retourna, sa voix était basse. Vous voulez une tribune, vous en aurez une. Martin se raidit. Que voulez-vous dire? La Terre a convoqué un sommet d'urgence. Rickford reprit. Les dirigeants du monde, ce qui reste des colonies, les nouvelles factions, ils seront tous là, à vous regarder. Vous voulez prendre la parole? Vous n'aurez qu'une seule chance. Devon cligna des yeux. Vous nous offrez une tribune. Rickford se pencha en avant. Je vous tends une corde. La transmission fut alors coupée. Titan s'amarra 3 heures plus tard, non pas à une station officielle, ni à un port militaire, mais à un relais orbital abandonné, un anneau rouillé vestige des débuts de l'expansion, une zone neutre. Le sommet se tint à l'intérieur et fut retransmis sur toutes les chaînes, sur toutes les planètes, sur toutes les stations encore alimentées. Pas de scène, pas de rideau, juste un cercle de dirigeants et une caméra dont l'écran était aussi grand qu'un hublot. Devon s'avança le premier. Derrière lui se tenaient Martin Grayson et 6 autres. Des survivants, des ingénieurs, des descendants des oubliés. De l'autre côté se trouvait l'élite terrienne. Des dirigeants de colonies, des gouverneurs planétaires, des représentants de puissantes factions disposant de plus d'armes que d'hommes. Même quelques anciens membres du Conseil observèrent la scène par liaison holographique. Personne ne sourit. Devon se tenait au centre. Et pendant un long moment, il resta silencieux. Il demeura là,
laissant le silence s'étirer, laissant le poids du retour de Titane s'abattre sur les os de chaque lâche qui avait signé un traité les yeux fermés. Puis, enfin, il prit la parole. J'avais 10 ans quand Castor 9 a brûlé. Sa voix était basse, rauque, usée par le temps, mais assurée. Ma sœur est morte sous les décombres, asphyxiée par les gaz lacrymogènes de qualité supérieure. Mon père s'est suicidé pour que les gardes ne lui prennent pas ses rations. Ma mère, elle n'a même pas eu de sépulture, juste des cendres. Personne n'a bougé. J'attends depuis 36 ans que quelqu'un prononce son nom. Il leva les yeux vers Rickford, vers ses dirigeants qui avaient feint le deuil tout en réécrivant l'histoire. Il ne l'avait jamais fait. Il recula. Martin s'avança. Vous croyez que nous sommes venus déclarer la guerre? Vous croyez que Titane est une arme? Vous vous trompez. Il désigna la fenêtre où la silhouette du vaisseau se dessinait, telle une légende ressuscitée. Titan est un miroir, et vous avez tous peur de ce qu'il reflète. Il marqua une pause. Voici la vérité. L'humanité n'a pas survécu au Conseil. Elle a changé. Nous n'avions pas le choix. Nous avons dû ravaler notre fierté et noyer nos morts dans le sang. Nous avons dû enterrer tous nos rêves sous une terre aride et brûler notre histoire pour survivre. Et quand nous avons imploré votre aide, vous avez dit que ce n'était pas rentable. Vous avez dit que ce n'était pas le moment. Martin balaya la pièce du regard. Eh bien, le moment est venu. Silence. Puis Rickford se leva, et lorsqu'il prit la parole, sa voix n'était plus froide. Elle était douce. J'ai perdu 3 fils lors de la purge du Conseil en 2171. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai porté l'uniforme, signé les ordres, et chaque fois, je les entendais hurler. Devon le regarda, abasourdi. Rickford se tourna vers la foule. « Vous voulez haïr Titane? Très bien. Mais n'allez pas prétendre qu'il n'est pas né de nous tous. » Il se tourna vers Devon. « Je ne sais pas si le monde peut pardonner, mais je sais que nous ne pouvons plus mentir. » Il s'approcha de Devon et lui tendit la main, qu'il prit. Le sommet s'acheva non pas en fanfare, mais dans le silence. Ni hymne, ni drapeau, juste la conscience tranquille qu'une chose s'était brisée et qu'une autre avait commencé. Titane ne resta pas. Il quitta son orbite le lendemain matin. Ni exilé, ni traqué, simplement disparu. Où donc? Nul ne le savait. Certains disent qu'il est retourné au néant pour y dormir à nouveau, attendant le jour où nous l'oublierons. D'autres disent qu'il nous observe depuis les confins de Saturne, écoutant nos émissions comme des contes pour enfants. Et certains, surtout des enfants, disent le voir dans le ciel en rêve. Mais la vérité, Titan n'était pas destiné à durer. C'était censé nous le rappeler. Et une fois son œuvre accomplie, il a disparu, laissant derrière lui une galaxie à jamais transformée. Non pas parce que nous avons gagné, non pas parce que nous avons conquis, mais parce que nous nous sommes enfin arrêtés et avons écouté.